Mesdames, Messieurs, vous regardez le grand journal sur For You Télévision. Au sommaire de cette édition d'information, RDC-Rwanda, quand les tensions diplomatiques touchent le peuple. Plusieurs organisations de la société civile se sont ruées à Goma pour protester contre une agression rwandaise à travers les rebelles du M23 et démontrer leur soutien aux forces armées congolaises. Cette population est d'avis avec les accusations portées contre le Rwanda par les autorités et réclame que la communauté internationale se prononce. D'autres contestations, c'était du côté du Niger après la coopération Niger-France. Paris qui renforce son soutien à Niamey. Il s'agit de 10 milliards de francs CFA, 15 millions d'euros. C'est la somme accordée à Niamey par Paris dans le but d'alléger les dégâts de l'inflation au Niger. En juillet dernier, déjà, c'était 80 milliards de dollars octroyés par la France. À côté de cette aide budgétaire, une aide militaire avec la présence française renforcée sur le territoire nigérien. Des décisions qui ne plaisent pas du tout à la population de Sokoto. On en parle dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information, d'ailleurs la toute première du mois de novembre. Bienvenue à tous, vous nous regardez sur For You Media Africa, nos plateformes internet, mais également sur For You Télévision. On démarre avec le conflit rwandais. Les autorités congolaises maintiennent leurs accusations contre le Rwanda après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula a posé des conditions à Kigali pour un dialogue. Je vous propose de découvrir ces conditions dans cet élément signé Mamoto. Suite à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega de Kinshasa, la République démocratique du Congo maintient ses accusations contre Kigali, notamment le soutien de la rébellion du M23. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, affirme que la situation sécuritaire est préoccupante, mais les forces armées congolaises parviennent à neutraliser les offensives de l'armée rwandaise et du M23. C'est l'armée rwandaise qui vient au secours du M23 et qui avance sous le couvert du M23. Effectivement, la situation sur le terrain au moment où nous parlons, elle est préoccupante, mais nos forces armées résistent et sont parvenues à bloquer les offensives de l'armée rwandaise avec l'M23. Pour parvenir à une désescalade, Christophe Lutundula pose des conditions pour un dialogue et ne cache pas sa confiance à la médiation du président angolais João Lourenço, désigné par l'Union africaine. Pour l'instant, les autorités rwandaises nous ont démontré que nous n'avions pas des raisons de leur faire confiance et que leurs intérêts sont diamétralement opposés aux nôtres. Y aura-t-il une évolution qui va encourager le dialogue? Nous le souhaitons bien parce que nous sommes tous de la même région. Et donc, pour nous, s'il y a une évolution significative, c'est-à-dire, 1. Le retrait du M23 des territoires occupés. 2. Le retour de nos compatriotes à leur domicile. Et 3. La fin définitive, sans condition et sans délai, de tout soutien au M23, en particulier du soutien du Rwanda. Il n'y aura aucune raison de ne pas dialoguer. Mais pour le moment, nous faisons confiance au président Lourenço de l'Angola, qui a été constitué facilitateur par l'Union africaine, et nous sommes à sa disposition. Dans les prochains jours, la communauté des États d'Afrique de l'Est déploiera une force régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et on reste en République démocratique du Congo où de nombreuses personnes, des milliers de personnes en colère se sont réunies le 31 octobre dernier. C'était pour protester contre le Rwanda, considéré comme soutien important du M23 qui terrorise l'Est du pays. Des protestations qui se multiplient d'ailleurs depuis plusieurs mois. Retour donc sur celle du 31 octobre dernier dans cet élément signé Komabité. Les organisations de la société civile étaient dans les rues pour protester contre l'agression du pays par le Rwanda le 31 octobre 2022 à travers la rébellion du M23 qui occupe à ce jour la quasi-totalité du territoire de Rutshuru. L'objectif de cette manifestation était de dénoncer la guerre menée selon eux par le Rwanda qui soutiendrait la rébellion du M23 et montrer le soutien de la population à l'armée congolaise. Après des mois de tension entre les deux pays voisins,
Kinshasa a décidé samedi d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo après la prise par les rebelles du M23 des villes de Kiwanja et Rutshuru Centre, situées sur la route nationale numéro 2, axe stratégique desservant Goma. En juin dernier, le mouvement rebelle s'était emparé de la cité de Bunagana à la frontière ougandaise. Les rebelles du M23 poursuivent leur offensive contre l'armée congolaise et sont désormais à quelques dizaines de kilomètres de la capitale régionale du Nord Kivu, qui compte plus d'1 million d'habitants. Le Rwanda, de son côté, a dit regretter la décision de la République démocratique du Congo d'expulser son ambassadeur. Entre les deux pays voisins, aucune décision n'a encore été prise jusqu'à ce jour. Escale à présent en République centrafricaine, où responsable du massacre du 21 mai 2019, 3 membres du groupe 3R pour retour, réclamation et réhabilitation ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement jusqu'à la perpétuité pour crimes contre l'humanité, meurtre, mais également traitement humiliant et dégradant. Le premier verdict de la Cour pénale spéciale en 2015 qui a été créée en République centrafricaine. Retour donc sur ce premier verdict dans cet élément signé Eboke Angale. Issa Saleh Tadoum, Ousmane Yaouba et Tahir Mahamat, puisqu'il s'agit d'eux, ont été condamnés par la Cour pénale spéciale centrafricaine le lundi 31 octobre 2022 à des peines allant de 20 ans à la perpétuité pour crimes contre l'humanité. Ces derniers sont accusés d'avoir participé à une attaque du groupe armé 3R en mai 2019, pendant laquelle 46 civils du nord-ouest de la République centrafricaine ont été massacrés. Une décision qualifiée d'historique par certains centrafricains. Un rendez-vous historique pour la République centrafricaine et pour les victimes. Nous voulons que également la Cour pénale spéciale puisse continuer à traquer également certains gros poissons que je dis toujours. Il y a d'autres qui demeurent. Il y a d'autres encore qui sont dans la ville, il faudrait qu'on leur mette la main dessus. Mais félicitations à cette Cour par rapport à cette décision et toutes les organisations de la société civile que je coordonne sur la coalition des organisations de la société civile sur la Cour pénale spéciale. Nous félicitons cette décision. Le verdict est donc tombé 6 mois après l'ouverture du procès. L'un des condamnés, Mahamat Tahir, qui ne cesse de clamer son innocence, a entamé une grève de la faim depuis bientôt 21 jours. Les accusés ont notamment 3 jours pour interjeter appel. Rappelons que ce tribunal est composé de juges locaux et internationaux. Il a été mis sur pied en 2015 par les autorités centrafricaines avec le soutien des Nations Unies pour juger les crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2003. Et je vous l'annonçais en titre, entre le Niger et la France, ça se consolide. On parle de coopération. La France a annoncé qu'elle apporterait une aide budgétaire de 10 milliards de francs CFA en raison de 15 millions d'euros au Niger et y a renforcé sa présence militaire au mépris des réclamations et protestations de la société civile ainsi que du peuple qui a déclaré indésirable la présence militaire française sur le territoire nigérien. Plus de détails dans cet élément signé Kouetio. La France vient d'accepter une aide budgétaire de 15 millions d'euros au Niger. Une aide budgétaire qui devrait prochainement être décaissée par le Trésor français en faveur de Niamey, dont les rapports avec Paris se portent on ne peut plus bien. D'ailleurs, la France conforte par la même occasion sa présence militaire dans le pays, en proie à des attaques djihadistes, notamment dans la zone des 3 frontières, Niger, Burkina Faso, Mali. Le sentiment anti-français gagne du terrain dans son ancien précaré en Afrique de l'Ouest, mais rien ne semble ébranler les affinités entre le président français, Emmanuel Macron, et son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, qui, malgré les soulèvements populaires des Nigériens contre la présence française au Niger, n'a jamais cessé d'apporter son soutien à la France, allant jusqu'à critiquer la capacité des militaires au pouvoir au Mali à obtenir des résultats probants en matière de sécurité, après l'expulsion du Mali des forces françaises de Barkhane au mois d'août dernier, qui avaient alors trouvé refuge au Niger. Alors, une aide budgétaire de Paris pour remercier Mohamed Bazoum pour son indéfectible soutien, tout porte à y croire. Bazoum ne s'est également pas privé de déplorer l'inefficacité des paramilitaires Wagner russes,
Une ligne qui ressemble à s'y méprendre de celle de Paris. Je suis totalement désolé de la campagne qui est menée contre eux. Je veux que les Français soient forts, avait-il déclaré au lendemain du débarquement de Barkhane au Mali. Depuis la discrète visite de Mohamed Bazoum en France le 15 septembre dernier, la France a déployé ses cartes sur le plan diplomatique au Niger, avec notamment la désignation d'un proche d'Emmanuel Macron, Sylvain Ité, au poste d'ambassadeur de France au Niger. Preuve, s'il en était encore besoin, de la fluidité sur l'axe Paris-Niamey. Retour à présent en Afrique centrale, nous sommes au Cameroun et on parle de santé. Le ministre camerounais de la santé publique a recommandé un 3e tour de vaccination pour les régions du pays, notamment le littoral, l'extrême nord, l'est et l'ouest. Objectif, permettre une couverture globale des enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite. L'occasion a été donnée à d'édifier les médias le 31 octobre dernier. Noira a suivi pour nous cette actualité sans compte rendu. Bien que déclaré libre du poliovirus sauvage le 18 juin 2020, comme d'autres pays en Afrique, le Cameroun fait face à des flambées épidémiques dues à une nouvelle souche de virus de poliovirus. Dérivé circulant de type de CVDPV2, lequel, depuis 2020, a causé la paralysie chez plusieurs enfants. À cet effet, le gouvernement de la République du Cameroun, à travers le ministère de la Santé publique, a organisé de grandes campagnes à l'échelle nationale contre la poliomyélite. Toutefois, et afin de corriger certaines erreurs, un 3e tour est organisé en vue de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. L'objectif de la campagne, c'est de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans en leur administrant 2 gouttes du vaccin polio oral. Aussi, au cours de la même campagne, il va falloir informer au moins 95% des parents avant le passage des équipes au niveau des ménages. Le présent tour de campagne de vaccination, qui va couvrir particulièrement les régions du littoral, de l'ouest, de l'est et de l'extrême nord, devra mettre plus d'accent dans la surveillance épidémiologique. Aussi, au cours de cette campagne, on doit être capable de pouvoir surveiller toutes les maladies évitables par la vaccination. Quand je parle de toutes les maladies, au moins les principales maladies évitables par la vaccination. Il s'agit de la poliomyélite qui se surveille en communauté à travers les paralysies flasques aiguës, de la fièvre jaune, de la rougeole et du tétanos néonatal. On pense aussi qu'au cours de cette campagne, on doit être capable de pouvoir surveiller et aussi notifier les effets indésirables et aussi garantir une prise en charge adéquate. Nous pensons aussi qu'au cours de la campagne, on doit être capable de pouvoir gérer ce vaccin de manière efficace. Pour ce 3e tour et principalement pour ce qui est de la région du littoral, 15 districts de santé seront couverts et la fréquence maximale de couverture attendue est fixée à 95%. Et on reste au Cameroun, une touche culturelle à présent dans cette édition d'information. La 2e édition des Bézua, lutte traditionnelle pour les langues Douala, s'est achevée le week-end dernier. La mairie de la ville de Douala, qui en est l'instigatrice, entend faire connaître cet héritage. Une fois de plus avec vous, Noira, on revient sur cette actualité. Un artiste pas des moindres. Clap de fin le dimanche 30 octobre 2022 à l'école publique d'Akwa à Douala, Cameroun, de la 2e édition de Bichoua. Pour le compte de cette édition, le tournoi s'est vu ouvert à d'autres régions, une volonté de la mairie de la ville de Douala, organisatrice, de faire connaître ce patrimoine culturel et sportif aux yeux du monde. Les Bichoua possèdent une volonté de montrer que nous avons, nous aussi, une culture. C'est vrai que nous faisons du judo, nous faisons du karaté, mais nous avons aussi la lutte traditionnelle, les Bichoua, comme on dit en Douala. Et je crois qu'il est bon que dans la communauté internationale, nous puissions nous aussi apporter quelque chose. Donc nous voulons faire revivre ce sport et le populariser davantage. Mais on n'aura pas attendu longtemps pour que la marque des Bichoua, lutte traditionnelle en langue Douala, prenne de l'ampleur qu'on s'est fait sur le terrain. Bon, rendu au thème de la 2e édition, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes entièrement satisfaits de voir que le tournoi de lutte traditionnelle Bichoua de plus en plus se popularise, de plus en plus rapproche nos populations
Une volonté donc pour la mairie de la ville de Douala de s'acquérir des infrastructures afin d'assurer cette promotion. Avec le temps, et si le projet se réalise, nous aurons un complexe multisport au sein duquel ce genre de compétition pourra se jouer devant un parterre peut-être de 10, 15 000, 20 000 spectateurs. Voilà en fait notre ambition. Mais nous avons l'ambition également de l'exporter, comme cela se fait ailleurs, afin de donner un bel avenir à nos sportifs. En ce qui concerne le tournoi en lui-même, outre la participation des athlètes de la région du Sud-Ouest en majorité, l'on a assisté à plusieurs combats. Le plus attendu de tous étant celui de la catégorie des plus de 125 kg qui a vu la victoire d'Ernest Ngobet du Koumé. Après cette compétition, je vais d'abord remercier monsieur le maire parce qu'il a osé à tout jeune de venir démontrer leur talent. Et je suis ému, très fier de remporter ce trophée car aujourd'hui, mon village va jubiler. Qu'aujourd'hui, ils ont eu plus un an les trophées de lutte. À côté de ces combats, l'acte 2 des Bessois a connu d'autres activités en sons et couleurs, à l'instar du bras de fer ou des intermèdes musicaux savamment distillés par les artistes du terroir. Leur Majesté ainsi que le public ne se sont pas lassés lors de ce rendez-vous, le prochain étant pris pour 2023, à l'acte 3. Sortons à présent des frontières africaines pour parler du Brésil, où Luiz Inácio da Silva a été élu président lors du scrutin du 30 octobre dernier après 12 ans d'absence au pouvoir. Alors que Jair Bolsonaro, durant son mandat à la tête du Brésil, ne portait aucune attention au pays africain. De retour aux affaires, Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré que l'Afrique ferait partie de ses priorités. Là, suivi pour nous à cette actualité du côté du Brésil. Je vous propose son reportage. C'est le grand retour de Luiz Inácio. Un retour particulièrement apprécié et même célébré par la majorité africaine. Depuis l'annonce des résultats le dimanche dernier, les réactions des dirigeants du monde entier fusent un peu de partout et particulièrement en Afrique où justement la victoire de Lula da Silva a été singulièrement saluée. C'est le cas de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a particulièrement adressé de chaleureuses félicitations tout en lui souhaitant ses meilleurs vœux de réussite. Umaro Sissoko Embalo n'a pas manqué également de féliciter pour cette victoire et a même promis d'œuvrer pour des relations bilatérales solides et prospères entre le Brésil et son pays. Si pour certains, leur est encore félicitations, d'autres par contre se projettent déjà dans le futur. C'est le cas de Cyril Ramaphosa lorsqu'il dit, je cite, « L'Afrique se réjouit de travailler avec le gouvernement brésilien sous la direction de Da Silva. » Fin de citation. Précisons ici que la réaction des Africains n'est pas une surprise car notons que, durant 8 années de sa présidence, Lula da Silva a visité pas moins de 27 pays en Afrique, dont le Sénégal. Par contre, le surnommé Donald Trump, en référence à l'ancien président Jair Bolsonaro, n'a pas mis ses pieds en Afrique pendant ses 4 années de présidence, privilégiant les pays de l'hémisphère nord. Pourtant, en 2000 et 2010, les échanges commerciaux entre le Brésil et l'Afrique sont passés de 4 à 20 milliards de dollars. Et c'est avec cette note brésilienne que nous clôturons cette édition d'information sur For You Télévision. Merci de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes For You Media Africa ainsi que sur notre radio où vous pourriez nous écouter 96.3 FM à Douala. Mesdames, Messieurs, on se retrouve demain pour un autre journal. L'information et les programmes se poursuivent sur For You Télévision. Au revoir Douala.